Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alain. Merci d'être là, parce que vous faites rare sur les plateaux télé. Oui. Vous revenez des États-Unis et du Canada. Vous avez fait la promotion de votre livre, qu'on connaît bien, ici en France, Faites mieux, qui a été traduit en anglais, mais alors qui n'a pas le même titre, Now the People. Pourquoi? Parce que Faites mieux en anglais, ça sonne moins bien. Parce que la traduction littérale ne donnait rien, et puis parce que je voulais souligner, puisque c'est un livre traduit, donc il va être lu par des gens que ces questions concernent directement, qui ne me connaissent pas, lui donner le sens politique entier. C'est-à-dire que je pense que nous sommes dans l'ère du peuple et des révolutions citoyennes. Alors je dois m'expliquer auprès des uns sur ce qu'est l'ère du peuple, auprès des autres pourquoi j'ai pas dit révolution citoyenne, socialiste. Et voilà, le titre doit rendre compte de ça. Et je suis assez content de l'intérêt que suscite la France insoumise dans le monde, compte tenu des aventures de la France, dans laquelle nous comment on vous perçoit aux États-Unis? On vous présente comme étant le leader de la gauche en France? Oui, c'est plutôt comme ça. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne lisent pas la presse française, et quand ils la lisent, ils en ont une opinion assez pitoyable. Mais parce que, vu de loin, eh bien, l'homme de gauche qui fait 22%, quand le suivant est à 4%, vu de loin, vous savez ce que c'est, ils finissent par penser que c'est moi qui suis le plus avancé à gauche. Voilà. Bon, alors ça me va. Mais honnêtement, je ne peux pas vous dire quelle perception on peut avoir, parce que globalement, la situation est totalement différente au Québec, pour prendre cet exemple, et aux États-Unis. Aux États-Unis, dans la profondeur des États-Unis, et peut-être même beaucoup à New York même, la politique française, c'est tout juste si ça où est la France. Bon, au Québec, c'est beaucoup plus direct, bien évidemment. Et puis, je suis arrivé dans un moment de tension, ce qui a modifié ma manière d'être là-bas, ce que j'avais à y faire. Au départ, comme vous le dites, j'avais un livre, et puis, on voit l'installation de M. Trump, il règne une ambiance que nous, on voit de loin, avec un Français qui a eu maille à partir avec le service de la douane et des contrôles aux frontières. Alors, je me suis dit, puisque j'entre par Montréal, et par Montréal sur les États-Unis, eh bien, il faut que je change le sens de ce que je fais là. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé un fait qui vous a échappé, c'est que M. Trump menace son voisin, le Canada. Je crois que tout le monde s'en est rendu compte. Dans le Canada, il y a d'ailleurs le Québec, qui est pour nous une sorte d'amour permanent et nostalgique pour les Français. Et personne n'a rien dit. Le président de la République française voit Trump, il se tape sur les cuisses, il s'enlève la poussière sur les épaules, pas un mot sur le Canada. La même chose avec le Mexique, je m'empresse de le dire, et j'ai fait les deux pays. Oui. Et puis arrive l'anglais, encore mieux, lui, il est chef du Commonwealth dont est membre le Canada. Et alors quand un journaliste lui dit « Alors monsieur, vous avez parlé du Canada avec monsieur Trump ?» Un journaliste qui fait le boulot, quoi. Et l'autre, il répond « Ah non, non, vous voulez nous fâcher avec Trump ?» C'est-à-dire que personne n'a rien dit. Et là-bas, quelle que soit l'opinion politique, tout le monde fait la gueule parce que l'Europe ne s'intéresse à rien, d'après eux. La question, c'est comment combattre Trump, en fait. Bon, alors, d'abord, Trump n'a pas que de mauvais côtés dans la mesure où il a suscité une réaction du Canada, et une réaction qui n'est pas une réaction de second plan, puisque ce sont les libéraux qui ont gagné et qui ont battu les conservateurs, alors que les conservateurs, qui ressemblent beaucoup aux Trumpistes par leur thème et par leur style, étaient grands favoris jusqu'à l'arrivée de Trump. Et ce sont les agressions de Trump contre le Canada qui ont brusquement tout changé. Et le Canada s'est retrouvé, réinventé, a changé le résultat des élections, parce que la vérité, c'était que tout le monde était persuadé que les conservateurs allaient gagner, et que finalement, de peu, mais ce sont les libéraux qui ont gagné, et que ça n'est pas la même chose. Parce que d'un côté, il y a une droite libérale, disons classique, et de l'autre côté, c'était un populisme agressif, un populisme à la Trump. Et il a été battu, donc ça, c'était une bonne chose. L'autre point, et vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais l'autre point, c'est que ça a quand même un peu... J'en ai des risques, Alain. Mais ça ne me fait pas peur. C'est que... il a un peu réussi à réveiller l'Europe quand même et à lui donner conscience d'elle-même et de la nécessité de son autonomie, y compris par rapport aux États-Unis. Ça a renforcé l'Europe finalement
Moi, paradoxalement. mon point de vue, c'est que ça oblige l'Europe, qui n'en aurait peut-être pas eu le courage spontané ou, disons, la solidarité instinctive, mais à oser commencer à se différencier, voire à s'opposer. Alors, la France a toujours essayé de conserver un minimum de distance avec les États-Unis, sur le plan stratégique, et en règle générale sur le plan politique d'ailleurs, mais était quand même à l'intérieur de la cohorte. Et là, il y a le début de quelque chose, de prise de conscience que les intérêts ne sont pas forcément identiques, que les démarches ne doivent pas forcément être communes. Et j'espère, alors là je m'avance, j'en suis pas sûr, j'espère qu'elle prend aussi conscience de ses intérêts, c'est-à-dire de la nécessité de tenir bon quand il le faut en face d'un Trump. Écoutez, monsieur Duhamel, sur le premier point, je vais être d'accord avec vous. Sur le second, pas du tout, et je vais essayer de vous le démontrer. De vous le démontrer, pas un pur jugement idéologique, qui, pour moi, suffirait, mais je vais vous le démontrer. Je commence par le point numéro 1. Dans toute crise, et je suis heureux que ce soit vous qui l'ayez dit, et pas moi, il y a des opportunités qui se dessinent. Il ne faut pas avoir peur des événements, même quand ils paraissent terrifiants. Car du moment que l'on analyse précisément les causes, qu'on arrive à prévoir assez précisément les effets, on peut intervenir et changer le cours de l'histoire. Vous avez raison. Au Canada, eux-mêmes sont stupéfaits de ce que ça a produit. C'est-à-dire que tout d'un coup, y compris au Québec, on a ressenti une identité canadienne. Un réveil. Voilà. Alors ça, c'est vrai. Et j'ajoute que si je devais prolonger avec un petit peu d'humour, je dirais qu'on peut dire que M. Trump est sans doute l'un des anticapitalistes les plus efficaces du monde, puisque à lui tout seul, il a réussi à leur faire perdre quelque chose comme 590 milliards en une nuit. Et puis il provoque, et là je parle sérieusement, ça n'est plus de l'humour, il va mettre le monde entier en tension. Car, passons les événements qui changent tous les jours. Il reste des droits de douane à 10%, à la place de droits de douane à 2%. On verra ce qu'il fera du reste. Si ça sera vraiment 20%, 105 pour les autres, 50 pour ceux-là. Mais 10%. C'est-à-dire que cet homme, premièrement, fait un aveu. Non, ce n'est plus la main invisible du marché et la libre compétition non faussée qui fixe le prix désignant la valeur des objets. Non, c'est l'État. Il parle quasiment comme Brejnev. C'est l'État. Donc ça, vous approuvez? Alors, j'approuve le fait que... Peut-être pas la méthode, mais en tout cas non, qu'on soit revenu à la réalité et au réalisme. La main invisible n'a jamais rien organisé à part le chaos, et l'État doit jouer son rôle. Si je devais faire une démonstration sans prendre d'exemple dans mon propre programme, je disais, voyez, pourquoi la Chine, en même pas une génération, s'est redressée du désastre dans lequel elle était pour devenir la première puissance du monde, ce qu'elle est déjà. Donc ça, c'est voilà pour le point numéro 1. Et puis, M. Trump nous oblige à réfléchir. Et ce qui d'ailleurs m'a frappé, c'est que ça n'a pas obligé tout le monde à réfléchir, ni aux États-Unis, ni au Québec. Par exemple, Trump arrive et dit « L'accord de Paris, c'est fini. Autrement dit, il n'y a pas de crise climatique, il n'y a pas de bien commun, il n'y a pas d'intérêt général humain. » Et personne n'en parle. Partout où je suis passé, s'il n'y avait pas eu moi, personne ne parlait de la crise climatique. Point 2, attendez, juste pour monsieur, la réponse de M. Duhamel, parce qu'il ne faut pas... J'espère que... En m'écoutant, peut-être vous allez réviser votre point de vue. Ce n'est pas vrai, hélas, monsieur Duhamel, car sinon, juste changer d'avis. J'aurais regardé autrement les opportunités qui se dessinent en Europe. Je suis frappé par leur caractère de petit toutou. Monsieur Trump menace d'envahir un pays européen. Le Groenland, pour l'instant, appartient au Danemark. Réponse, 0. Que dit le Danemark lui-même? Ah, nous allons acheter des F-35, qui sont des avions américains pour s'armer. Hein, et évidemment qui ne décolle que si les États-Unis approuvent. Madame van der Leyen, bon alors vous me direz, c'est pas un aigle, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a découvert. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, ah, nous allons nous armer pour faire face à la menace russe. Bon, très bien, bah, allons-y. C'était totalement extravagant à mes yeux, mais qu'est-ce qu'elle fait? 850 milliards, excusez-moi si c'est 50 ou plus, peu importe. C'est ça, c'est 850 milliards, dont 150 qui sont empruntés. Ça veut dire, on autorise tous les États d'Europe à dépenser plus qu'ils n'avaient le droit jusque-là. On ne pouvait pas pour l'éducation, on ne peut pas pour la santé, on ne peut pas pour l'espace, on ne peut... Bref, attendez, je termine. Mais par contre, pour les armes, on peut. Quelles armes? Celles des États-Unis. Il n'y a que nous, les Français, qui sommes capables de nous équiper tout seuls. Tous les autres vont aller acheter des armes nord-américaines. Et comme si ça ne suffisait pas,
Il se trouve que j'ai fait le calcul que vous n'avez pas fait, monsieur Truchot, ni vous, ni votre collègue, ni aucun autre, c'est que ces 850 milliards, ça correspond pile poil aux 5% du PIB que M. Trump a demandé pour payer des armes américaines. Oui. Alors, je résume d'un mot. M. Trump est le représentant de l'impérialisme tributaire. Ça n'est plus par ces machines, les inventions que le capitalisme américain avance, il avance parce qu'il vous prend un tribut, douanier et militaire. Bon. Alors après, on va parler de la gauche. Oui, aussi, d'accord. hein. La réponse, la gauche en Europe et en France. Oui. Quand même, je vais répondre. Bien sûr. On va voir si je trouve la réponse à la réponse. Alors, d'abord, en ce qui concerne Trump lui-même, ce qui est quand même très intéressant sur le plan économique, c'est à quel point il n'a pas été le maître. Il est arrivé en roulant les épaules, en expliquant qu'il allait faire ce qu'il allait faire. Il faut dire qu'il l'avait vraiment dit pendant la campagne et que n'entendait pas que ceux qui ne voulaient pas entendre. Ben, il avait vraiment dit, il l'a fait, comme c'était logique, ça a raté. Mais ce qui a été incroyable, parce que moi, j'ai jamais assisté de toute ma vie à une volte-face aussi rapide de la part d'un chef d'État aussi puissant. Il a été obligé de s'agenouiller, en réalité, devant les réactions du marché. Et le marché, je ne dis pas du tout que le marché soit, idéal, et toujours lucide. Mais il n'empêche que quand Trump a voulu commencer à faire, au sens littéral, vraiment n'importe quoi, quand on parle de droits de douane de 120% pour les Chinois, c'est vraiment n'importe quoi, au sens propre. Nous-mêmes, on veut maintenant taxer les petits colis chinois. Ça, c'est dans la même logique. Oui, non, mais d'accord. Bah oui, mais c'est dans la même logique de se protéger des produits chinois qui sont nocifs, qui n'ont pas les mêmes normes sociales. Dire qu'on va mettre 120% sur l'ensemble des productions chinoises, c'est absurde. Et c'est absurde. Mais on suit cette logique aussi. Mais non, c'est absurde, et ce qui d'ailleurs est très trumpiste, c'est mensonger. Parce qu'il y a un certain nombre d'exportations chinoises qui sont impérativement nécessaires pour les Américains. Bon, attendez, laissez-moi terminer, parce que chacun... Oui, bien sûr. Bon, donc, sur ce point, il a été obligé de faire une genuflexion. Je ne jure pas qu'il va en rester là. Il est très capable ensuite de refaire quelque chose en sens inverse. Mais il n'empêche qu'il a subi, ça on ne peut pas dire le contraire, un gros échec et qu'il a dû courber les chines. Bon, et que, en ce qui me concerne en tout cas, j'ai trouvé que c'était au moins sur ce point précis positif. Ça n'efface pas le reste. Bon, en ce qui concerne les Européens, si vous voulez me faire dire que tout ça est trop lent, que tout ça correspond chez certains, y compris Madame von der Leyen, à des calculs qui ne sont pas forcément des calculs qu'on pourrait souhaiter, etc., ça se défend. Bon, mais il n'empêche qu'on voit s'esquisser un certain nombre de choses qui n'étaient pas imaginables, pour ne prendre qu'un seul exemple, parce que je sens qu'on veut nous faire parler de la France, et pour ne prendre Je pense que ça intéresse aussi les Français. Non, ça n'est moins intéressant que ce qu'il dit. Bien sûr, parce que le global commande le local, monsieur Truchot. Et ce que fait monsieur Trump vous concerne, vous, directement, et nous trois ici, parce que dans quelques mois, vous allez avoir des tensions sociales dans le monde entier à cause de ce homme. Allez-y, terminez. Monsieur Duhamel, que je vois comment je vous... Et alors quand on prend un seul exemple, qui est celui du comportement des Britanniques, les Britanniques qui ont fait pendant des décennies tout ce qu'ils pouvaient pour s'éloigner de l'Europe sont brusquement obligés de commencer à s'en rapprocher. Et malgré le Brexit. Malgré tout, mais ça veut dire eux aussi d'être obligés de s'adapter. Ça veut dire... Je ne suis pas en train de dire on va constituer une Europe dont la force, la puissance, la cohésion, etc. sera comparable à celle des États-Unis dans leur côté. D'ailleurs, la cohésion des États-Unis, c'est discutable ce que je dis. Mais à faire bouger. Et faire bouger l'Europe, en soi, c'est déjà un exploit, même si c'est bougé pas assez, trop tard, pas suffisamment, et en désordre. Dans ce monde agité, quelle est la réponse de la gauche française aujourd'hui, qui est dans l'opposition, qui pensait gagner les législatives, finalement qui pensait même pouvoir obtenir Matignon, qui ne l'a pas obtenu. Comment qui pensait, monsieur, nous les avons gagnés? Oui, mais qui pensait avoir Matignon, vous ne l'avez pas eu. Donc aujourd'hui, c'est la droite et le centre qui savez que dans tous les pays du monde, personne ne comprend qu'il y a eu des élections, qu'un parti les ait gagnées avec pas une majorité absolue, mais c'est pas lui qui dirige. Soit arrivé en tête. Mais ailleurs, ça suffit. Regardez en Allemagne,
Je ne dis pas Alors, le Le contraire. SPD arrive en tête, c'est lui, et il est loin de la majorité. Hein. D'accord, mais justement, comment faire en sorte que la gauche gagne et gouverne? Ah, c'est elle, pas la... elle revienne au pouvoir. Bah, si vous voulez apporter des réponses à Oui, Trump, à ce monde agité, Oui. j'imagine que vous voulez que la gauche revienne au pouvoir. Oui. Mais c'est quoi la solution? Quel est le Je vais vous mode dire, d'emploi? c'est en secret. Hein. Il faut gagner les élections. Oui, mais comment les gagner? Non, mais comment? Un autre secret. En faisant campagne, en ayant un programme. Vous avez- Mais monsieur, je suis un démocrate. Mais quel moi. programme? Je ne vais pas faire des putschs. Je ne vais pas appeler à des barricades. S'il y a des barricades dans ce pays, elles se feront toutes seules, elles n'ont pas besoin de moi. Donc, je ne peux faire qu'une chose, dire je respecte la démocratie. Mais un je veux programme qu'elle- commun à toute la gauche? Mais attendez, on passe d'un sujet à l'autre. D'abord, c'était pas ça dont vous vouliez parler. Vous m'avez dit, que fait la gauche en face de ce monde? J'allais Ouais. vous répondre avec courtoisie pour des gens qui ne le sont pas avec moi d'habitude. Je peux pas parler pour tous les autres. Et puis, je vais vous dire, j'ai pas envie de parler pour eux. Parce que certains d'entre eux, bon, ont fait un choix. Je dis pas que je le respecte, mais ils ont fait un choix. À 5 occasions de suite, ils ont refusé de voter la censure parce qu'ils avaient un arrangement de nuit passé avec M. Bayrou. Bon, là, vous parlez des socialistes, pour que ça Bien soit sûr. bien clair. Et François J'allais Hollande les dit- nommer, mais monsieur François Hollande Duhamel, dit- mais encore une fois, c'est vous qui faites le boulot, là. Mais hein. François Hollande dit que ça ne sert à rien de censurer, puisque si c'est pas François Bayrou, ça sera Monsieur Lecornu ou un autre. Voilà, ça pourrait être moi, par exemple, parce que je vous rappelle quand même qu'on est arrivé en tête. Vous non pensez qu'Emmanuel Macron pourrait vous nommer Mais Matignon? attendez, non, on va pas tourner à la guignolade notre entretien. Je suis venu là parce que c'est Monsieur Duhamel et que c'est sérieux. Alors, donc, c'est quoi votre question? Que fait la gauche? Je ne sais pas, elle ne fait, je peux vous répondre, rien. Nous, les Insoumis, nous avons essayé de faire au moins une chose, c'est d'avoir un programme cohérent. Et deuxièmement, d'aller là où ça barde. Alors on a choisi ça comme méthode, un peu prétentieux, je le reconnais. On a dit, bon, on va être l'autre voie de la France. Alors me voilà, sur les routes et d'autres. Aujourd'hui, vous avez Manon Aubry et Mathilde Panot qui sont en Pologne avec des pilules pro-avortement. Moi, je suis allé au Canada menacé d'invasion par le voisin. J'ai fait un discours en anglais pour dire, on t'a dit que c'était non, va te faire voir, à Monsieur Trump. Je suis allé au Mexique, je suis allé en Arménie, je suis allé au Liban, à chaque fois pour porter le même message. On peut faire autrement. On est en train de perdre notre temps, parce que notre temps devrait être consacré à vaincre les conséquences de la crise climatique. Et au lieu de ça, on fait la guerre commerciale, la guerre des frontières. On perd notre temps. Voilà. Et il y a un programme à avoir. Est-ce que nous, Français, on peut dire « Ah, vous êtes que 69 millions, alors ça compte pas ». Si, ça compte. D'abord parce qu'on nous écoute. Et les gens ne nous connaissent pas trop, donc ils continuent à rêver d'une France qui, hélas, n'existe pas tant que ça. Donc, ils attendent quelque chose. Et on peut dire des propositions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Choisissez l'alignement. Où vous êtes, avec M. Xi Jinping, ou avec M. Poutine, ou avec M. Trump. Et des gens qui veulent être avec derrière personne, comme nous, Français, qui sont des têtes dures. Comme nous l'a enseigné De Gaulle, on sait qu'on peut. Bon, même à ceux qui ne sont pas gaullistes, ils ont compris ça. C'est mon cas. Bon, alors, premièrement, être non aligné. Deuxièmement, je termine là-dessus, il faut faire des propositions qui soient celles du 21e siècle. Une stratégie non alignée, altermondialiste. Faisons des choses sur des causes communes. Exemple, l'eau. Alors, je vous dis, ça fait 100 fois que je vous dis que c'est un sujet sérieux, que je viens à la télé, j'essaye de démarrer ma campagne avec la question de l'eau. Aujourd'hui, l'Inde vient de couper la flotte au Pakistan. D'accord? Ce sont 2 pays armés d'armes nucléaires. Couper la flotte, c'est un acte de guerre. Vous voyez bien que les grandes causes de l'humanité vont devenir des causes purement et simplement nationales et violentes. Il faut donc... Voilà ce que, en tout cas, moi, je porte pour le moment. Et je suis très fier que mes camarades aient accepté de faire comme ça. Ils y vont tous avec beaucoup de dévouement et de bravoure. Mais la gauche est en désordre en France. Alors certains disent que c'est à cause de Jean-Luc Mélenchon, c'est en désordre. C'est lui le fauteur de troubles. Non, alors, 2 choses. La première, que la gauche ait besoin de se réinventer, ait besoin de mettre un programme commun, ait besoin un programme nouveau, et ait besoin de définir son système de coopération, ça, c'est une évidence. Autrement, elle est certaine de perdre. Il ne faut pas oublier quand même que le fait nouveau, c'est que la gauche, toute tendance réunie aujourd'hui, c'est entre 30 et 32%, selon les dernières élections. Ce qui est un score faible par rapport à l'histoire de la gauche. C'est un sport très faible. Évidemment, c'est 10 points de moins. C'est 10 points de moins que la moyenne de ce que fait la gauche. Et à l'intérieur, mais ça on y reviendra peut-être, à l'intérieur de la gauche,
ce sont les insoumis qui se portent bien. C'est-à-dire une gauche qui, par rapport à ce qu'était la gauche d'il y a 10 ou 20 ans, est une gauche de rupture par rapport à une autre gauche qui se veut ou se rêve ou espère redevenir une gauche de gestion. La gauche social-démocrate. Oui, enfin, C'est ça qu'on l'a appelé. entre autres. Mais je suis d'accord que, pour l'instant, il n'y a aucun effort de programme et de réinvention. Je suis De leur d'accord. part. Sauf chez les Oui. insoumis. Alors attendez, on va voir aussi comment ça va être présenté dans les moments qui viennent. Mais je suis Mais il y a eu d'accord. un programme commun pendant les non, mais législatives. attendez, il faut mettre carte sur table. Je ne suis pas d'accord avec le programme, mais je reconnais qu'il existe et qu'il a été travaillé. Alors c'est un choix. Il y a des choses dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon que je partage. Le fait que dans la mondialisation des risques et dans la mondialisation des comportements, il y a une nécessité de réinvention de ce qu'on essaye de faire, oui. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Et ça a peut-être l'air abstrait pour beaucoup de gens, mais c'est une révolution au sens littéral. Et donc, qui est... Bon, pour ne prendre qu'un exemple, que sur l'écologie, qui est celle qui est sacrifiée en ce moment par rapport au dernier soubresaut de la crise. Que par rapport à l'écologie, il y ait à faire des choix qui ne seront pas du tout tous agréables, tant s'en faut. Ben oui, mais là-dessus, il faut dire des choses qui soient imaginables, tolérables et acceptables. Mais il faut travailler. Mais vous dites et la il faut gauche- reconnaître que la gauche, en dehors des insoumis, n'a pas travaille pas. travaillé. Elle n'a pas travaillé, elle a travaillé les élections. Oui, mais cette Ça, gauche, mais en elle n'a dehors pas des travaillé- insoumis... Attendez, elle Oui. a travaillé les élections, elle n'a pas travaillé les programmes. D'accord, mais la gauche, Bon, en dehors des insoumis... Or, moi, pas ma conception, mais ma conviction, ce qui est tout à fait autre chose, c'est que une gauche, quelle qu'elle soit, ne gagne que si elle a un programme à proposer Voilà. et un programme Mais oui. compréhensible. D'accord. Pas un programme écrit en chinois, un programme compréhensible. En technocrate. Et pour l'instant, les insoumis ont leurs propositions. Je ne les partage pas, mais ils ont des propositions. elles ont des D'accord, propositions et elles ont leur cohérence. Vous avez des Et- propositions. Le Je problème, peux c'est que... Je peux vous montrer, Oui, mais terminez Jean- votre phrase. Non, parce mais que- Jean-Luc Mélenchon, vous avez des propositions, mais moi, quand Oui. j'entends ceux qui étaient avec vous au moment des législatives, puisque vous aviez présenté des listes Oui. communes, aujourd'hui, ils se disent il faut trouver un système qui exclut Mélenchon, on ne veut plus de lui, on veut continuer sans Oui, lui. On d'accord. veut même peut-être organiser des primaires sans lui, etc. C'est ça que j'entends. Oui, oui. Et c'est paradoxal. me dérange pas. Puisque c'est vous qui avez fait le meilleur score la dernière fois, c'est Mais vous c'est qui donc travaillez pas moi. Alain Duhamel, et Mais finalement, on monsieur veut vous mettre Truchot, de donc côté. c'est pas à moi qu'il faut poser la question, j'en sais rien. Et peut-être aussi c'est à vous, peut-être, parce que parfois vous leur parlez durement. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Eux, Vous, non. dites- vous avez dit je ne les aime pas. Ah mon Dieu, je vous aime tous. C'est ça que vous voulez? Non, c'est stupide. Nous ne transigerons pas sur une chose. C'est la question, ce que vient de dire Alain Duhamel, comme c'est Alain Duhamel qui le dit, vous pourriez peut-être y réfléchir en vous y arrêtant. C'est pas moi qui vous le dis. Est-ce que, pas vous, monsieur Truchot, je veux dire en général ceux qui nous écoutent, est-ce que vous avez compris qu'il s'est produit des faits majeurs dans l'histoire, qui ont tout changé? Maintenant, c'est monsieur Trump qui met le point final à 40 ans de néolibéralisme échevelé. Il vient de le faire, lui, pas Léonid Brejnev ou je sais pas qui, lui. Deuxièmement, dans le monde entier, les gauches se sont effondrées, monsieur Truchot. Nous sommes le petit miracle européen. Il n'y a pas d'autre cas comme nous. Les gauches se sont effondrées. Pourquoi? Parce que leur logiciel que j'ai partagé pendant 30 ans de ma vie ne fonctionne plus. Quel est ce logiciel? Qui est de dire, voilà, nous n'allons pas faire, on va brutaliser personne, hein, on va faire de la croissance, toujours plus de croissance, et ce qui aura été produit en plus, on va le partager en donnant plus à ceux qui ont le moins. Ça a marché. Mais arrive un jour où la croissance sans fin, elle bute sur une difficulté, le capitalisme est en panne, vous n'avez pas l'air de vous en rendre compte, mais la croissance a été divisée par 2 depuis les années 60. Il n'y a pas besoin d'être un aigle pour comprendre que les capacités d'accumulation pour le capitalisme ont été divisées par 2. Deuxièmement, si on continue à dire la croissance, la croissance, la croissance, c'est pour ça que monsieur Duhamel, pas Jean-Luc Mélenchon, mais je souscris à la thèse duhamélienne, hein, dit si vous continuez à faire comme avant, vous allez avoir un désastre de première grandeur. Je le dis aussi. C'est-à-dire, si vous continuez à croire qu'il vous suffit de produire toujours plus n'importe quoi qui ne sert à rien, souvent, ou qui est détruit quasi instantanément, eh bien, vous aurez un désastre. Il faut donc tout changer. Ça veut dire que la gauche doit changer. Il faut qu'elle trouve une autre manière de faire. C'est pourquoi le concept central
des Insoumis, c'est la révolution citoyenne. Monsieur Duhamel vient de dire, c'est un modéré, Duhamel. Il vous dit, il faut faire une révolution. Mais il est quasiment maintenant insoumis, Alain, là. Non, il ne faut pas... Vous l'avez convaincu, là. Non, je ne crois pas. Je crois, comme tous les êtres de raison, nous nous rendons compte que nous sommes devant un mur. Un type de droite, j'ai des amis de droite, figurez-vous, ça existe. Hein. Bon, c'est pénible souvent, mais parce qu'ils ont des opinions politiques lamentables. Mais nous sommes amis. Bon, eh bien, eux aussi comprennent qu'il faut renouveler leur... Ils ne peuvent pas revenir vous dire « Ah bon, on va régler le problème, c'est les Arabes et les musulmans, et pour le reste, dorénavant, c'est comme auparavant, la retraite à 77 ans, et tout ça, ça suffit. Bon. Donc, tout le monde doit se réinventer. Nous avons un métro d'avance. » Alors, je termine, monsieur Truchot, parce qu'il est perfide. Il a dit « Ah oui, mais finalement, vous n'êtes pas si nombreux que ça. » Mais monsieur Truchot, allons, monsieur Chirac a été élu avec 17% de voix au premier tour. Moins de voix que moi. Et c'est comme ça. C'était des configurations différentes. Mais heureusement, heureusement. Mais le monde est ainsi fait que chaque moment est nouveau. Après, il faut avoir une réserve de voix. Vous le savez bien, vous savez même mieux que moi. Je vais vous dire. Au deuxième tour. La parole. Attendez, je termine juste parce que là, je veux absolument finir avec cet argument. Peut-être y répondrez-vous vous-même, monsieur Duhamel. Mais bien sûr, il faut une réserve de voix. La dernière fois, à 400 000 voix près, si M. Roussel n'avait pas maintenu son absurde candidature, alors qu'ils étaient mes alliés avant, eh bien, j'étais au deuxième tour. Et au deuxième tour, le pays tout entier se serait dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on écoute ce gars qui nous explique face la planification écologique ? Mais enfin, respecter la démocratie. Le peuple français, pas une collection d'abrutis qui, au sifflet, se mettent en rang suivant les ordres des partis. Les gens auraient tranché. Et je me serais incliné si j'avais dû perdre. Et l'autre se serait incliné s'il avait perdu. Ça s'appelle la démocratie. Donc, je n'ai pas un instant de trouble. Les partenaires avec lesquels j'ai fait affaire ne respectent rien. Pas leurs propres paroles. Vous venez de dire, monsieur Truchot, vous-même, il vous faut un programme. Très bien, nous en avions un. À peine l'encre était telle sèche qu'il recommençait à me jeter des pierres et à dire qu'il n'en voulait pas de la moitié. Alors écoutez, le minimum qu'on puisse faire de francs... Je parle très sérieusement. Les Français regardent, ils voient les menteurs, ceux qui se battent pour les sièges et ceux qui se battent parce qu'ils ont une idée. Alors peut-être qu'on peut trouver que moi, je suis trop inspiré par moment, mais je le suis. Et les gens le comprennent. Il faut choisir entre des visions du monde, mes chers compatriotes. Et vous l'avez fait 10 fois dans le passé. Eh bien, il vous faudra encore une 11e. Et celle-là, c'est moi. Ça sera en 2027 et ça sera vous ou pas. Ça veut dire qu'on on ne sait pas. Hein. On peut pas se passer de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Non, mais c'est le problème Mélenchon. Moi, je suis tout à fait prêt à en parler sur une autre fois, ce qui l'inspire, ce qu'il a de positif, ce qu'il a de négatif, ce qui agace, ce qui intéresse, etc. Bon, tout à fait. Mais là, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que pour gagner, il suffit pas qu'il y ait le pôle de la gauche, moi que j'appelle de rupture, c'est-à-dire vous, que d'autres appellent autrement. Radical, on nous a dit aussi. Voilà. Pourquoi pas bon. Bref, il suffit pas que cette gauche-là ait un programme que je ne partage pas, mais qui est un programme et une vision des changements que je ne partage pas, ou en tout cas pas suffisamment, à vos yeux sûrement. Il faut qu'il y ait des partenaires qui soient des partenaires qui acceptent eux aussi d'avoir un programme et d'en discuter. Pour l'instant, il n'y a pas de programme de ce côté-là. Et de même que vous n'avez, pour eux, pas de considération évidente, si j'ai écouté ce que je vous disais... C'est la déception, monsieur Duhamel, qui me fait parler. Ces gens ont signé un programme, ils ne le respectent pas. Mais, alors... Que voulez-vous que je vous dise alors après, on me dit, tu n'es pas d'accord. C'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est à eux. Attendez, je continue à vous répondre. C'est absolument inévitable ce qui se passe dans la mesure où la gauche réformiste, la gauche social-démocrate, la gauche d'accompagnement, non insoumise, qui est quand même la gauche qui a gouverné dans l'histoire en France. Quand elle a gouverné, c'est elle qui gouverne. Oui, mais eux tous rassemblés ne font pas la moitié. Attendez. Non, mais attendez, je vous réponds. Bon, cette gauche-là, elle a besoin... Elle a, au fond, choisi l'alliance avec vous pour des raisons électorales, accepté un programme que, dans le fond, elle ne partage pas, votre programme, et elle l'a rejeté ensuite d'autant plus facilement qu'elle ne partage pas sur le fond. Et que ce ne sont pas les mêmes idées que vous défendez. Mais je dirais que ça, c'est ce qui complique aujourd'hui terriblement vos rapports, alors même que vous ne pouvez gagner qu'alliés, mais que vous ne pouvez être alliés qu'à condition d'avoir au moins un minimum de convictions communes, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas.
Première admettez chose. tout de même Attendez. que quand on signe un papier, c'est qu'on y croit. Ils ont non. passé des nuits à négocier avec moi. Non, je n'admets pas du tout ça. Ah bon? C'est ce que moi je pense souhaitable dans l'absolu, Ah bon? mais ça n'est pas du tout la réalité. La réalité, c'est que le reste de la gauche a signé avec vous parce qu'avec vous, ils avaient une chance de s'en tirer Oui. et que sans vous, ils n'en avaient aucune. Voilà, c'est ça. Oui, et en plus, c'est la Ils première ont- fois ils ont- de l'histoire, monsieur Truchot, Oui, de oui. l'histoire, Oui, mais- qu'il y avait des candidatures communes au premier tour. Bon. C'est nous qui avons fait ça. Oui. Je faisais Oui, 22, non, mais vous c'est C'était faisiez un choix 67. opportuniste, en fait, pour D'accord. certains. Bon, mais donc cette gauche-là, pour l'instant, ça n'est pas vraiment un partenaire pour vous. Non. Mais il y a autre chose qui est plus grave et que vous avez évidemment remarqué, qui est que le mouvement général en Europe, Oui. on va en rester à l'Europe, le mouvement général en Europe n'est pas du tout celui d'une conquête électorale de la gauche. Le mouvement électoral en Europe, c'est un mouvement nationaliste et populiste simultané dans la quasi-totalité des pays, avec des degrés, des puissances, des rapidités, des incarnations qui sont différentes d'un pays à l'autre, C'est vrai. qui sont plus séduisantes dans certains cas que d'autres, qui sont dangereuses dans tous les cas, et qui est l'énorme vague qui arrive. L'énorme vague qui arrive, ça n'est pas les insoumis et pas une vague de gauche. leurs éventuels alliés. La vague qui arrive, c'est la vague des populistes nationalistes. Ce qui veut dire d'ailleurs deux dangers. Alors, Bon, cette et, vague- et ces deux dangers, tout le monde la voit. Alors, cette Et- vague, comment y répondre? Et puis ensuite, je voudrais qu'on parle aussi de cet acte anti-musulman qui a frappé la France, et je voudrais vous faire réagir également là-dessus, parce que c'est aussi important. Alors, je partage le diagnostic d'Alain. Il faudrait être Alain Duhamel. Il faut être aveugle pour pas voir. En effet, le risque est là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est analyser comment ça s'est passé ailleurs, pour essayer, nous, de parer le coup avant. Partout ailleurs, la droite et l'extrême centre, on va dire, pour être gênant pour personne, se sont fait absorber. Pas par l'extrême droite, ils essayent de la combattre, mais avec la pire des méthodes, c'est-à-dire en reprenant leurs idées, leur vocabulaire et le reste. Et le résultat, c'est ils sont portés par des programmes que vous venez de décrire, nationalistes, on peut dire agressifs, chauvins et racistes. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la conclusion que le dénominateur commun de nos adversaires, c'est le racisme, c'est le sexisme, c'est-à-dire ceux qui étaient considérés de haut par la gauche jusque-là, en disant tout ça, c'est sociétal, hein, et puis il y a le social. Non, les êtres humains sont des êtres de culture et des êtres sociaux. C'est pourquoi on doit répondre aux deux aspects en menant cette bataille. C'est ce que nous faisons en France. Mais monsieur Duhamel, prenons le témoignage de l'histoire. Eh ben oui, on a déjà été entouré par Hitler, Mussolini, Franco, et nous, eh ben nous avons fait le Front populaire. Et le Front populaire... Pétain ensuite. Hein. Mais attendez, il s'est passé un certain nombre d'années. Il faut donc aussi tirer une leçon. On va pas en plus être responsable de Pétain pendant que vous y êtes, non? Non, mais c'est pas moi qui en ai dit du bien, hein. C'est monsieur Macron. Donc, Oh, non, il y a eu des... non, il n'a pas dit du bien de Pétain. Si, il a dit que c'était un grand stratège, ce qui Non, n'est pas non, vrai, non. et que Maurras était un brillant intellectuel. Non. Il a dit que c'était un bon chef de guerre et que c'était un homme d'État lamentable. Oui, mais on parle pas comme Bah, ça. il a quand été. C'est par l'œuvre de l'artiste. Il a été. Non, alors Il a été un bon. Vous ne me mettez pas à deux. Hein. D'accord. Déjà à deux, vous Permettez prenez de les deux taquiner. tiers du temps, mais alors en plus. Non, mais je voudrais. Non, mais sérieusement. Ça a été un bon militaire, pas du tout le meilleur. Et son Pétain de Loin Du de là, côté hein. des Français, mais ça a été un bon militaire et ça a été un chef d'État innommable. Pardon, Alain. Alors- Monsieur Duhamel, écoutez. Tout ce que vous voudrez, vous êtes brillant pour faire. Mais dans la même phrase, il y a Maurras. Maurras est un antisémite et un assassin. Donc, Mais- ce n'est pas... Quand on est président de la République française, quelles que soient ses opinions, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il nous reste, voilà, point final. Il nous reste Bon, peu de alors, temps et je voudrais quand même Comment il qu'on reste parle. peu de temps? J'ai pas Pardon. fini de Oui, ce que mais j'ai à justement, dire. non, je voudrais quand même Oui. qu'on parle de cet acte anti-musulman. Oui. Parce qu'il a fait réagir beaucoup de Français. Et il vous a fait réagir, vous, Jean-Luc Mélenchon, avec une image assez saisissante. On vous voit en larmes dans cette manifestation place de la République. Vous veniez de rencontrer une femme, je crois, qui faisait part de son angoisse, de son inquiétude, de ses peurs par rapport à cette haine anti-musulman. Est-ce que l'islamophobie, alors c'est un terme qui est d'ailleurs contesté par certains, est-ce qu'elle est suffisamment combattue en France, notamment par ce pouvoir en place ? Bon, je suis désolé de m'être donné à voir de cette façon. C'était l'alarme sincère ? On va écouter quand même, quoi. Non, parce que certains ont Oui, mais je suis douté accusé de ces images, vous savez. Oui, non, mais je suis accusé de tout, quoi que je fasse. Si j'embrasse quelqu'un, c'est qu'en réalité, je voulais le mordre. Si je pleure, c'est qu'en réalité... Non, on parle sérieusement. Je suis
oui, bouleversé par cette situation. Mais comprenez, je suis un homme de gauche. Je suis né dans une famille chrétienne où on n'acceptait pas le racisme. On n'a pas besoin d'être de gauche pour... Et je suis né au Maghreb. Donc ça me parle peut-être un peu plus. En plus, vous savez ce que c'est avec le temps, bien un peu émotif. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Mais c'est pas la première fois. Tout ce qui concerne la détresse, la peur. Cette femme m'a dit, nous partons avec la peur au ventre. Moi, je pense à mes milliers de petits compatriotes, peut-être aussi à mes neveux et nièces, qui sait. Et je me dis, non, ce pays est à vous. Je vous demande de vous en rappeler. N'acceptez pas de vous faire mettre sur le bord de l'assiette. Sinon, nous allons recommencer une horreur qui a déjà eu lieu une fois. On ne recommence pas ça. Il est temps d'arrêter et de dire stop. Et donc, tous les responsables politiques, quelles que soient leurs opinions, doivent se dire, maintenant, ça suffit de montrer du doigt les musulmans, le ministre de l'Intérieur qui termine un discours en disant « abat le voile ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous m'imaginez, moi, dans ma pire période anti-calotin, quand j'avais 18 ans, si j'avais dit « ah bah les crucifix », on aurait dit « dis donc, toi, tu vas baisser un ton ». Sur le voile, vous aviez aussi tenu à des propos assez laïques, anti-voile. Non, mais pas assez laïques. Je dis les choses comme elles sont. Je ne comprenais pas pourquoi on se voilait. J'ai regardé, j'ai écouté, tout le monde est accessible à la raison. Et l'une de mes amies à qui j'ai posé la question, qui ne porte pas de voile, et à qui je lui ai dit « mais dis donc, toi, t'es féministe et tu viens me dire que c'est bien le voile et tu t'abaisses devant l'homme ?» Et elle m'a répondu « moi, je m'abaisse devant aucun homme, je m'abaisse devant Dieu. » Ben, monsieur Truchot, si vous voulez aller discuter les ordres de Dieu avec quelqu'un qui croit, vous y allez. Moi, j'ai décidé que ça servait à rien. Alors, l'islamophobie est-elle suffisamment reconnue en France? Jean-Luc Mélenchon avait eu ce terme qui avait été controversé, il avait parlé d'antisémitisme résiduel. Est-ce qu'il y a une islamophobie résiduelle en France? Il y a à mes yeux, il n'y a ni islamophobie résiduelle, ni antisémitisme résiduel en France. Il y a en France un antisémitisme virulent qui est en plus, qui depuis tout ce qui se passe à Gaza... C'est aggravé, c'est aggravé. Je vous donne le mot, je vous donne le mot, monsieur Duhamel. Et il y a évidemment une islamophobie en même temps. Il y a les deux, mais bien sûr. Et le problème, c'est pas simplement le problème... Chacun des deux est un gros problème, hein, que ce soit l'antisémitisme ou l'islamophobie. Mais au-delà encore de ça, il y a le fait qu'on se retrouve dans une société qui est clivée comme jamais, non pas simplement sur des convictions idéologiques abstraites ou des choix politiques, sur la nature même des relations humaines. Et ça, exactement. C'est une situation... C'est la fin d'un peuple et d'une nation, ça. C'est en tout cas le risque majeur. Et je pense que de ce point de vue, chacun doit porter ses responsabilités. Et je voudrais en profiter pour dire quelque chose à Jean-Luc Mélenchon, qui est d'une parfaite courtoisie et avec qui c'est très facile d'échanger dans ces conditions-là, mais que dans la vie quotidienne et dans le combat politique, il a très souvent des accents, des outrances, des attaques que lui-même... C'est sûrement ce qu'il va me répondre, mais il est très capable de le faire tout seul, que lui-même considère comme simplement des réponses au traitement qu'il subit, lui, mais qui, il n'empêche, crée avec ses partenaires potentiels, mais aussi avec les Français qui n'ont pas de convictions particulières, qui ne sont pas ancrés avec celui-ci ou celui-là, mais qui écoutent et entendent. Et je pense que, je vous le dis comme je le pense, hein, je pense que c'est au détriment de votre propre cause, ce qui après tout, moi, ne m'empêche pas de dormir, puisque ça n'est pas la mienne, mais au détriment, je dirais, de l'intérêt de ce que vous essayez de porter. Vous portez des idées, ce ne sont pas les miennes, vous les portez en y réfléchissant et en travaillant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais en les exprimant comme vous le faites, moins vos idées d'ailleurs, que les réponses aux critiques que vous subissez, mais aux critiques que vous provoquez ou aux critiques que vous exprimez sur les autres, vous créez un climat qui est un climat à votre détriment. De tension ? À votre détriment, mais également un climat de clivage supplémentaire. Vous êtes aussi un clivant. Oui. Oui, mais vous l'assumez, ça. C'est une affaire de... Pardon ? Vous l'assumez d'être clivant, oui, finalement. Bien sûr. C'est une affaire de philosophie politique, de conception de l'échange. Bon, notre société est comme ça. Je ne vous dis pas que c'est toujours été super performant, mais si c'était si contre-performant, on aurait vu à ma place
surgir les belles personnes. Madame Hidalgo à 1,67. Monsieur Jadot, si raisonnable, à peine 4. Ou bien Monsieur Roussel, si fréquentable, puisqu'il est sur tous les plateaux, 2%. Et c'est moi qui fais 22. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'un homme politique sans défaut, ça n'existe pas. Mais des hommes politiques sans conviction, il y en a plein. Donc ils préfèrent celui qui a des défauts et des convictions que ceux qui n'ont pas de défauts et aucune conviction. Voilà comment les choses se sont faites. C'est une question aussi de sincérité, c'est ce que vous dites, de sincérité. Alors, je plaide pour moi, quoi. Je fais ce que je peux. Parce qu'il y a quelque chose de terrifiant dans ce miroir. Je ne mets pas en cause votre bonne volonté. En plus, c'est... Pardon, monsieur Duhamel, là, je vais le dire aussi courtoisement que je peux aussi, là. C'est très typé socialement. Vous êtes un homme modéré parce que votre vie vous permet de l'être. Moi, je suis un homme, ce que je suis, parce que la vie m'y a conduit. Et elle m'y a conduit avec une certaine rudesse. Dont je retrouve aujourd'hui les traits. Je suis un des enfants perdus de la présence française dans le Maghreb, qui a vécu tout ça, plus le reste. Hein. Et donc, ces choses sont encore présentes en moi. Mais c'est très typé socialement. La plupart des gens aiment qu'on comprenne ce que vous dites. Et moi, on comprend ce que je dis. Et nous avons fait le choix, fût-ce au prix du clivage, monsieur Truchot, de rendre les choses... Et après, les gens tranchent, choisissent. Et il est apparu que mon style était plutôt récompensé, si vous voulez bien, parce que vous êtes le meilleur observateur pour ça. Mais monsieur Duhamel, vous connaissez quelqu'un d'autre en politique qui, ayant scissionné du Parti socialiste, à une petite poignée, à l'idée, vous disiez qu'on était deux, réussi en moins de 10 ans à construire un mouvement de la puissance... En deux mots. Oui, mais là, il y a des timings. Ah bah oui, laissez-le parler, Truchot. Oui, d'accord, mais il y a Guillaume Darey qui vient de s'installer. Guillaume Darey, il a qu'à en prendre son parti. Oui, mais vous n'êtes pas tout seul. Allez-y. En deux mots. Je connais quelqu'un qui était Mitterrand, qui a fait plus que ça, puisqu'il est parti de rien pour arriver à prendre un parti et l'Élysée. Oui, qui faisait déjà 12% quand même, le parti en question. Moi, 3%. Il n'a pas rejeté le modèle. Non, mais je veux dire... il a poussé la performance plus loin. Mais je suis un de ses élèves, d'une Donc certaine manière. ça veut dire, Alain, que Jean-Luc Mélenchon sera candidat en 2027 ? Oh bah oui, non, mais ça... Il ne peut pas ne pas l'être. En tout cas, il fait et il dit tout ce qu'il peut pour que ce soit le cas, en fonction de ses convictions, qui ne sont pas les miennes, que je respecte. Il le répète à chaque... Mais ayez pas peur, personne ne va croire que vous êtes mélenchoniste, monsieur. Donc ça veut dire Jean-Luc Mélenchon. Ça, je vous parie qu'après le débat, il y aura des gens pour dire « Ah ben, il est oui, quoi, et moi aussi, on va me dire... Tu t'es drôlement modéré, pourquoi tu ne l'as pas affronté ? Et alors, vous serez candidat... Truchot va tomber en catalepsie. Non, mais vous serez candidat en 2027, il n'y a pas de suspense. Tu vois comment c'est ? Oui, il ne voulait pas me croire, monsieur Duhamel. Je lui dis, vous comprenez, monsieur Duhamel, c'est insupportable. Mais attendez, mais je vous ai écouté pendant 3 quarts d'heure. Monsieur, le jour où j'aurai envie de... Vous parlez de programme, vous parlez de volonté. Vous savez quoi ? Je fais partie d'une équipe. Et on verra lucidement. On va bien se foutre de votre gueule avant. Parce qu'à toutes les émissions, vous allez me demander. Alors, on connaît la réponse déjà, de toute façon. Et si un jour, si vous la connaissez, pourquoi vous posez la question ? Pas pour ceux qui nous écoutent. Mais ceux qui nous écoutent, pas forcément dans ce petit jeu politique. Les gens qui nous écoutent, ils sont plus malins que vous. Ils se disent, il ne veut pas le dire. Eh ben non, en effet, je ne veux pas dire ce que je vais faire parce que je ne sais pas, on n'a pas décidé. Merci Jean-Luc Mélenchon.